Bonjour mademoiselle. Euh, c'est quand même tard, pas joli, genre, pourquoi tu t'arrêtes pas? On peut discuter 2 secondes, si tu veux, je t'offre un café, une bière, comme tu préfères. Tu peux marcher aussi, hein, c'est bien, hein. Ah, valeuse d'andouillette, hein, mon dieu, tu peux pas répondre, là, comme... Ah, sale pute, va, vas-y, mais viens me sucer, c'est bon. Tu sors en short, hein. T'étonnes pas si t'as des ennuis, hein. Non mais cette meuf se tape tout le monde, on est d'accord, c'est une grosse salope. Si elle voulait pas de gosse, elle avait qu'à prendre la pilule. Tu sais pourquoi les femmes elles ont les pieds plus petits que les hommes? Eh ben parce que comme ça quand elles font la vaisselle elles sont plus près de l'évier. 1946, j'avais 13 ans et les femmes ont eu le droit de vote. Alors, de quoi nous plaignons-nous? Je pense que mon rôle est d'encourager les gens à se poser des questions sur toutes ces choses qu'ils considèrent souvent comme acquises. C'est une attitude philosophique. C'est ce que la philosophe en moi a envie de faire. C'est sans doute aussi lié à ma mère. Dès mon plus jeune âge, elle m'a encouragée à penser qu'un changement social était possible. Elle m'a conseillé d'envisager le monde comme un objet de critique et de transformation. Je ne me considère pas vraiment comme une icône politique. Je dirais qu'une icône politique a été créée à partir d'éléments qui ont quelque chose à voir avec moi. Mais c'est plutôt l'œuvre de deux catégories de gens. D'un côté, les anticommunistes qui pensaient que je prônais la violence et qui se trompaient complètement sur mon compte. Et de l'autre, les personnes qui aspiraient à la liberté, qui me voyaient comme l'actrice d'un mouvement en faveur d'un changement social radical.
Merci d'accueillir Miss Angela Davis. Je suis ravie d'être ici à l'université de San José. Cela fait très longtemps que je n'étais pas venue sur ce campus. J'ai beaucoup de souvenirs intéressants à San José. Étant donné que, en 1972, j'ai été jugée ici, dans la ville de San José, pour meurtre, enlèvement et conspiration. Donc, c'est bon d'être ici. Ma mère et mon père enseignaient tous les deux, quand ma mère, Sally Bell Davis, a épousé mon père, B. Frank Davis. Après l'école primaire, les parents adoptifs de ma mère ont essayé de la convaincre qu'il était temps pour elle de trouver un travail. Elle ne voulait pas travailler. Elle voulait poursuivre ses études. Elle a quitté la maison contre la volonté de ses parents. Elle est partie à Birmingham où il y avait un lycée pour enfants noirs. Elle était hébergée par une association. Quand je pense à la détermination dont elle a fait preuve pour réussir à faire ça, contre l'avis de ses parents et sans argent, elle faisait des ménages et toutes sortes de petits boulots pour avoir les moyens de payer sa scolarité au lycée. Quand je pense qu'elle a tout quitté pour aller à l'école, cela fait vraiment écho à mon parcours. J'ai grandi à Birmingham, en Alabama, et j'étais une enfant révoltée, car les Noirs n'avaient pas le droit de faire certaines choses ou d'aller où ils voulaient. Et ma mère me disait toujours que ce n'était pas normal. En fait, je me sentais frustrée à Birmingham. Et j'ai découvert l'existence d'un programme de l'American Friends Service Committee. C'était un programme d'échange. Des lycéens noirs du Sud avaient la possibilité d'aller vivre chez des familles blanches du Nord pour poursuivre leur scolarité. En arrivant au lycée de New York, à la Little Red Schoolhouse, Elizabeth Irwin, j'ai appris que ma classe avait déjà fait 2 ans de français et que 4 ans de français étaient requis pour l'obtention du diplôme de fin d'études. En première, alors qu'ils entamaient leur 3e année de français, j'ai dû rattraper les 3 premières années. Quand je rentrais pour les vacances avec ma sœur, on allait se promener en ville. Et on savait que dans tous les magasins, les Noirs devaient s'asseoir dans le fond. Il y avait des endroits réservés au fond. On est entré dans un magasin de chaussures et je me suis mise à parler français. Les vendeurs nous ont prises pour des étrangères. Ils nous ont invités à nous asseoir à l'avant. C'était un événement. On a regardé les chaussures et j'ai fait semblant de... Enfin, l'une de nous a fait semblant de ne pas parler anglais et on devait traduire. Et puis bien sûr, à la fin, on leur a révélé le poteau rose. On a commencé à parler anglais, l'anglais du sud de Birmingham. Ils ont compris qu'on les avait dupés. Et c'était le but. Dénoncer l'absurdité de toutes ces lois ségrégationnistes. On résistait au quotidien. C'était comme un jeu. On ne voyait pas cela comme de la résistance. Mais on voulait repousser les limites imposées par les autorités racistes.
Birmingham a été surnommé Bombingham. Et le quartier où je vivais est encore surnommé aujourd'hui Dynamite Hill. La plupart des Noirs étaient armés. Mon père était armé. J'ai vu mon père je ne sais combien de fois attraper ses armes et sortir pour voir si des membres du Ku Klux Klan arrivaient. Oui, on faisait front, on résistait. À l'école primaire et au lycée de Birmingham, en Alabama, dans les années 50 et 60, les manuels scolaires utilisés dans les écoles pour les Noirs étaient les manuels qui avaient servi aux élèves blancs. Ils étaient trop abîmés pour pouvoir continuer à leur servir. Et c'est pour cela qu'on nous les donnait. C'était nos manuels. La guerre de sécession était toujours appelée la guerre pour l'indépendance du Sud. Je garde encore en mémoire ces images des esclaves dansant et chantant. Les textes disaient que les esclaves étaient plus heureux et à bien des égards plus libres qu'ils ne l'étaient après l'abolition de l'esclavage. Herbert Aptheker est l'un des premiers chercheurs en histoire à remettre en cause l'idée que l'esclavage était un instrument civilisateur bon pour les esclaves. Aptheker rédige cette préface en 1969. Et on imagine bien le contexte en 1969. C'est l'année où j'ai été renvoyé de l'Université de Californie car j'étais membre du Parti communiste. Cela fait longtemps que je n'ai pas enseigné dans un département de philosophie à proprement parler. La plupart de mes travaux sont interdisciplinaires. J'ai suivi des cours de philosophie avec Herbert Marcuse et Theodor Adorno. Et tous les deux trouvaient important d'inclure d'autres disciplines. Marcuse disait souvent qu'à la base de la tradition philosophique, il y avait l'espoir d'un monde meilleur. Cependant, la philosophie ne peut nous dire comment atteindre cet objectif. Ce sont des rêves philosophiques. Dès lors, comment assurer la transition vers nos réalités sociales ? Il est nécessaire de se tourner vers d'autres disciplines et vers l'activisme. J'étais étudiante en Allemagne en 1966, quand les Black Panthers se sont formés. J'étais très engagée dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Et j'étais très engagée aussi dans la campagne en faveur de la destitution du Shah d'Iran. Je soutenais la révolution cubaine. Je me sentais proche de toutes ces causes quand j'étais en Allemagne. Mais quand j'ai vu les Black Panthers exprimer leur volonté de démanteler le système raciste, j'ai voulu m'engager à leur côté.
J'ai vu cette photo des Black Panthers devant le Capitole de Sacramento. Ils étaient tous armés. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de très fort. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer et de finir mes études aux États-Unis. Pour moi, il n'était pas question d'utiliser les armes pour tuer des gens. Il s'agissait de la valeur symbolique des armes. Il s'agissait d'affirmer le droit à l'autodéfense. Malheureusement, les gens ont commencé à assimiler la révolution aux armes. Bien sûr, les révolutions passent souvent par les armes. Mais la lutte armée n'est pas la révolution. Mon premier poste à l'Université de Californie, au département de philosophie, consistait à enseigner le marxisme et la philosophie européenne. Kant, Hegel, Marx. C'était ma spécialité. Et je prenais Marx très au sérieux. Tout particulièrement le lien entre théorie et pratique. Certains d'entre vous connaissent peut-être la 11e thèse sur Feuerbach. Les philosophes ont interprété le monde de différentes manières, mais ce qui importe, c'est de le changer. Alors j'ai suivi ça à la lettre. Et j'ai rejoint le Parti communiste. Et quand j'enseignais le marxisme à l'Université de Californie, tous mes collègues savaient que j'étais au Parti communiste. Je ne m'en cachais pas. J'étais très naïve, car je croyais que ce n'était pas grave. À l'époque, Ronald Reagan était gouverneur de Californie. Et il se trouve que Ronald Reagan et le conseil d'université m'ont renvoyé à cause de mon appartenance au Parti communiste. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le retentissement de cette affaire m'a valu des menaces de mort, des appels, des lettres de gens qui me disaient que mes jours étaient comptés et que j'allais mourir d'ici la fin de la semaine. À l'époque, je ne sortais jamais sans être accompagnée d'une personne armée. J'ai acheté des armes pour les gens qui assuraient ma sécurité. On savait que pour parvenir à nos fins, on devait être capable de se défendre. Et je considère que j'ai joué un rôle, non pas en tant que personnage public, non pas en tant que leader ou porte-parole, mais en faisant ce que j'aimais, enseigner, organiser, le travail en coulisses. C'est ce qui me correspondait. Je ne cherchais absolument pas la notoriété. Je ne pensais pas du tout que j'attirerais l'attention des médias. Quand les gens ont vu le film de Yolande Duluart, Portrait d'une révolutionnaire, ils ont vu ma façon de parler. Quand les gens ont vu ce film et ma façon de parler, ils étaient là. Tu as l'air si militante, si radicale. Mais en fait, j'avais les genoux qui tremblaient sous la table. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit pour essayer d'apprendre mon discours. C'était très pénible pour moi. Ils me croyaient militante alors qu'en réalité j'étais terrifiée, intimidée et bouleversée. Il y a 40 ans,
C'était la guerre au Vietnam. On s'est mobilisé contre cette guerre. Et en Asie du Sud-Est en général. Au Cambodge. Au Laos. Et il y a 40 ans, on développait un mouvement contre le recours à l'appareil carcéral pour soumettre les membres des communautés discriminées. On demandait la libération de prisonniers politiques. J'étais l'une d'entre eux. Ce que je veux dire, c'est que le problème des prisons dépassait les prisonniers politiques. C'était toute l'institution que nous voulions remettre en cause. À l'époque, il y avait 200 000 personnes derrière les barreaux. Pour nous, 200 000 personnes en prison, c'était intolérable. Comment pouvait-on incarcérer 200 000 personnes? Aujourd'hui, 40 ans plus tard, la crise est telle qu'il aurait été impossible d'imaginer son ampleur. 2 300 000 détenus. Il y a plus de prisonniers aux États-Unis que n'importe où ailleurs. On a plus de prisonniers que n'importe quel autre pays. On a plus de prisonniers aux États-Unis qu'en Chine, alors que le nombre d'habitants n'est pas du tout le même. C'est intéressant de réfléchir au parallèle qui est fait entre l'esclavage et le passé et entre l'esclavage et le présent. Cela peut influer sur la manière d'étudier l'esclavage. Je donne un cours sur les théories de l'esclavage. Je pourrais aussi l'appeler théorie de la liberté, car l'esclavage et la liberté sont inextricablement liés. De nombreuses théories avancent que l'esclavage a en fait donné naissance à la toute première notion de liberté. D'ailleurs, quand on pense à la révolution haïtienne, on s'aperçoit que cette révolution était bien plus démocratique et bien plus axée sur la liberté que la Révolution française. À l'époque de l'esclavage, les maîtres affirment que les complots et les insurrections sont le fait d'agitateurs extérieurs. Et c'est précisément ce qui se disait dans les années 60. On étudie l'histoire des Noirs pas seulement pour les faits ou pour le rôle qu'ils ont joué. Bien sûr, c'est important. Mais si on s'y intéresse, c'est avant tout parce que l'histoire des Noirs parle de la lutte pour la liberté. Elle raconte une lutte pour quelque chose d'universel. Merci beaucoup. Merci de votre participation. In San Rafael, California, north of San Francisco, a judge and 3 other persons were shot to death today in an attempt by a group of convicts to escape. Today, it turned out that 2 of the guns used in the courtroom were bought some time ago by Angela Davis. Today, the FBI put Angela Davis's name on its 10 most wanted fugitive list. She is the 3rd woman to be on the list in its 20-year history. Cet été-là, j'ai été arrêtée. Il ne s'agissait plus seulement de défendre mon droit d'enseigner, mais de défendre ma vie. Je savais que Nixon m'avait traité de terroriste. Aujourd'hui, avec le recul, ce qui me surprend, c'est la façon dont ce vocabulaire est utilisé, réutilisé et recyclé. C'est un vocabulaire qui associe le terroriste, le criminel, les communistes. C'est important de se souvenir de mon procès, car il a abouti à une victoire.
Je suppose qu'on peut y voir un message sur la portée de l'activisme. Mais ce n'est pas lié à moi. C'est lié à ce dont étaient capables des groupes organisés. C'était une victoire sur le président Nixon, sur Ronald Reagan. Cela semblait impensable de pouvoir réellement triompher de ces forces-là. Donc je pense que c'est un message que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui. Il y a 45 ans, on était tous convaincus, absolument convaincus que d'ici un an ou deux, une révolution se produirait aux États-Unis. On était nombreux à penser qu'on allait renverser le capitalisme. Et on travaillait avec ce sentiment d'urgence. La révolution était imminente. Et il fallait qu'on s'organise pour mobiliser tout le monde. Cette révolution, au sens où on l'entendait, n'a pas eu lieu. On se bat encore contre le capitalisme. Le racisme est toujours d'actualité. Et il existe de nombreuses nouvelles formes d'oppression que l'on doit combattre. Ce que je veux dire, c'est que même si on n'a pas gagné, on pensait qu'on gagnerait. On a créé un nouvel espace où la notion même de liberté est devenue plus vaste. Et le message que je souhaite faire passer, c'est qu'en luttant pour la liberté, notre perception de la liberté devient plus large et plus profonde. C'est ce que les activistes des générations précédentes ont offert aux activistes d'aujourd'hui. Un nouvel espace dans lequel lutter. Londres, quand les résultats des élections sont tombés ce soir-là, tout le monde est sorti. On était près du lac, dans le centre d'Auckland. Les gens dansaient et arrêtaient leur voiture au milieu de la rue pour serrer des inconnus dans leurs bras. Je vais régulièrement au Brésil et on se serait cru au Brésil. Tout le monde dansait dans les rues et c'était pareil partout, dans tout le pays, dans le monde entier. C'était un événement mondial et historique que personne n'aurait pu prévoir. N'oublions pas qu'un an avant les élections, personne ne croyait qu'un certain Barack Hussein Obama pourrait être élu président des États-Unis. C'était un jeune sénateur. Il avait un passé d'activiste et il se sentait proche de la tradition des mouvements noirs radicaux. Vous vous souvenez? Vous êtes sûr? Et il y avait ces jeunes gens qui refusaient d'entendre les conseils de leurs aînés. Ce serait bien d'élire un homme comme lui, mais on n'élira jamais un noir, jamais de la vie. Certains ont dit, avoir un noir à la Maison-Blanche ne change rien au fait qu'1 million de noirs sont en maison d'arrêt. Les problèmes demeurent, et les difficultés aussi. L'un des messages que tente de faire passer le mouvement abolitionniste du XXIe siècle, le mouvement pour abolir l'emprisonnement comme instrument dominant de répression, c'est que l'on vit sur les vestiges de l'esclavage. On est encore hanté par le fantôme de l'esclavage, consciemment ou non. Il suffit d'étudier les fondements sur lesquels le système répressif a été édifié.
Sur la base de la nécessité de contenir les masses noires récemment affranchies de l'esclavage. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un nombre disproportionné de personnes derrière les barreaux. D'une certaine façon, le système répressif sert à contenir les masses noires au XXIe siècle. Ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas de travail. Il semble bien qu'il y ait un lien historique. J'ai été confrontée aux dégâts que peut faire la prison. J'ai défendu les prisonniers politiques. Mais tout cela remonte à plus loin. Je ne le savais pas encore, mais c'était ma réelle vocation. Les frères de Soledad m'ont sensibilisé au sort des prisonniers politiques. Plusieurs éléments permettent d'avancer que George Jackson était un prisonnier politique. Tout d'abord, il était accusé d'un délit mineur, d'avoir volé $70. Qu'il l'ait fait ou non, importe peu. Il avait 18 ans quand il a été incarcéré. Dans son école, on ne se souciait pas d'aider les enfants noirs à trouver ce qu'ils voulaient faire dans la vie, à trouver une passion à laquelle se consacrer. Et c'est quand il est arrivé en prison qu'il a décidé de se prendre en main. Il a étudié. Et il est devenu une grave menace. Il était vu comme un leader. Il a été repéré à cause de son activisme politique. Et finalement, George Jackson a été assassiné avant le procès des frères de Soledad. Et quand ce procès a eu lieu, John Clutchett et Fleta Drumgo, les deux autres frères de Soledad, ont été déclarés non coupables. Et je suis convaincue que si George avait vécu, cela aurait été pareil. Il aurait été relâché. Je continue de me poser cette question. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Comment se fait-il qu'en Californie, on investisse davantage de fonds publics dans le système carcéral que dans l'éducation? Comment peut-on le tolérer? Je réfléchis beaucoup au lien entre éducation et incarcération. Et il me paraît très important d'abolir l'emprisonnement comme instrument dominant de répression. Je ne dis pas que ceux qui commettent des choses terribles ne doivent pas répondre de leurs actes. Mais je pense que l'écrasante majorité des prisonniers n'ont rien commis de tel. 80% des femmes sont incarcérées pour des affaires de drogue. Et on devrait les libérer immédiatement. Mais ce processus sera compliqué. Il implique de redéfinir un système judiciaire qui n'est pas basé sur le châtiment et la vengeance. En conclusion, je dirais que si nous voulons devenir des acteurs du changement, nous devrons penser le monde autrement. Notre définition de la liberté devra dépasser la liberté individuelle et embrasser la liberté collective dans le sens le plus large possible. Et même à ce moment-là, nous devrons encore faire en sorte que cette liberté évolue. Merci beaucoup.
Vous êtes superbe. Merci, vous aussi. Vraiment très sexy. Beaucoup de gens croient que les personnes engagées font d'énormes sacrifices. Ce travail peut être envisagé comme un sacrifice si on considère que l'individu passe avant, si on estime qu'on pourrait faire autre chose, qu'on pourrait s'épanouir davantage, qu'on pourrait embrasser une trajectoire personnelle. Moi, je n'avais pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. On n'avait pas le sentiment de mettre nos vies entre parenthèses. C'était notre façon de construire notre vie, tous les aspects de notre vie. C'est végétarien? Oui. C'est sûr? Parce que je suis végétarienne et j'ai pas dîné. Ce sens de la communauté se perd aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut avoir la même communion d'esprit que celle que l'on avait dans les années 60 et 70. Mais on devrait être capable de créer une communauté où la solidarité a sa place, qui aide les gens à dépasser cette idée selon laquelle l'individu est au centre de tout. Aujourd'hui, je donne encore des conférences. J'ai expliqué récemment qu'après mon procès, on me demandait souvent de prendre la parole. Je me rappelle avoir dit aux gens que cela ne durerait que 2 ou 3 ans. On finirait par oublier ce pan de notre histoire. Je retomberai dans l'anonymat et je poursuivrai ma vie normalement. J'aimerais continuer d'être une révolutionnaire. Je suis convaincue qu'on a besoin des révolutions. Mais supposons qu'une révolution ait effectivement lieu. Supposons qu'on nous demande à nous, les classes aisées, de donner tout ce que nous avons pour que les biens soient équitablement distribués à ceux qui n'ont rien. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Je crois que mes souvenirs me suffiraient. Et je suis très sérieuse quand je dis ça. Ma mère a souffert de la maladie d'Alzheimer pendant plusieurs années et elle en est morte. Je sais ce que c'est que d'être dépossédée de ses souvenirs. J'aimerais vraiment garder mes souvenirs. Je crois que je m'en contenterai. Au cours de notre enquête, en septembre dernier, un cliché apparaît sur la page internet d'Anne-Sophie Leclerc. Il met en scène la garde des Sceaux Christiane Taubira. Ce photomontage est passible de poursuite pour injure à caractère raciste. Comment Anne-Sophie Leclerc, une candidate au municipal, a-t-elle pu diffuser cette photo sur son profil? Est-ce qu'on vous dit de faire attention, par exemple, à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, à ce que... Bien sûr, je ne vais pas mettre n'importe quoi sur... Après, c'est une question de volonté de la part de la personne qui met ça sur Internet. Après, si on veut se faire passer pour des racistes, c'est sûr, si on met n'importe quoi, et c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va se faire passer pour vraiment du raciste, alors qu'on n'est pas raciste du tout. Et justement, moi, je voulais juste vous montrer une photo et vous demander ce que vous en pensiez de cette photo. Celle-ci, je l'ai vue.
Et honnêtement, je l'ai mis sur mon réseau. Justement, ouais, je l'ai trouvé effectivement sur votre Facebook. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que veut dire ce photomontage exactement? Tout est dit entre les mots. Hein. Voilà, elle arrive comme ça, elle débarque comme ça. Franchement, c'est une sauvage, quoi. Elle prend tout le monde. Quand on lui parle de quelque chose de grave à la télé, aux informations, n'importe où, elle vous fait un sourire, mais il faut voir un sourire du diable. Les personnes qui ont tué, mais c'est pas grave, on va leur mettre leur bracelet et puis ça sera déjà bien. Mais parce que ce genre de comparatif des Noirs avec des singes, ça fait partie quand même de toutes les thématiques du racisme primaire. En général, non, ça n'a rien à voir. Un singe, ça reste un animal. Un Noir, c'est un être humain. J'ai des amis qui sont noirs et c'est pour ça que je leur dis que c'est des singes. Mais pourtant, là, vous faites ce comparatif-là avec ce Non, photomontage. c'est plus par rapport à une sauvage que je l'ai fait, pas par rapport au racisme ou au noir ou au gris ou n'importe quoi. Là, c'est vraiment une sauvage. C'est une sauvage, voilà. À la limite, je préfère la voir dans un arbre après les branches que de la voir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Cette photo-là, vous l'assumez sur votre Facebook? Bien sûr, la preuve, elle est sur mon Facebook, elle reste sur mon Facebook. Elle a fini par supprimer le cliché de sa page personnelle sur les conseils, dit-elle, de son entourage. Était-ce lors de son passage au campus Bleu Marine, l'organisme de formation du FN? Nous n'en saurons pas plus. Derrière les sourires, certains vieux démons n'ont peut-être pas tout à fait disparu. Christiane Taubira est une femme qui a du talent, je ne le conteste pas, qui est intelligente, je ne le conteste pas, et qui joue. C'est une femme de théâtre, avec ce que ça peut donner comme force, et en même temps ce que cela induit comme fragilité. Est-ce que Christiane Taubira croit en ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle s'attache au résultat? Ou est-ce qu'elle est simplement en représentation? Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous. C'est pour moi la meilleure oratrice aujourd'hui vivante que j'ai jamais entendue. Elle sait exprimer des rêves, Elle sait se projeter au-delà de l'horizon. Privilège d'avoir apporté dans la vie de beaucoup de personnes, de milliers de personnes, une sécurité juridique. Donc, peu importe le prix que j'ai pu payer, que ce soit physiquement, nerveusement, politiquement, peu importe le prix. Ce prix, ce sont les injures entendues en marge de certains cortèges ou lues sur certaines couvertures de presse. Peu à peu, c'est la ministre noire qui est attaquée violemment. Comme ce jour d'octobre 2013 à Angers, où une petite fille brandit une peau de banane sur son passage. La ministre lui répondra 2 mois plus tard par un livre qui commence par ces mots. C'est pour qui la banane? C'est pour la guenon. C'est une voix d'enfant. Fluette, forcément. Enjouée, effroyablement joyeuse. Pauvre petite fille. Des lignes rédigées en 5 jours, d'un trait, presque comme un cri, avant d'être envoyées à son éditeur. Moi, je pense que c'était en fait profondément ancré en elle et que ça l'a blessée, même si elle ne veut pas le reconnaître. Et donc c'est parti comme une coulée d'encre qui avait besoin de répondre. Elle aurait très bien pu être noyée par ces insultes, être écrasée par ces insultes, être tout simplement tellement blessée qu'elle aurait été incapable de répondre. Eh ben non, elle l'a dépassé et en plus elle l'a fait avec je trouve, une subtilité en écrivant un livre dessus en tant qu'expérience. L'adversité deviendrait presque un moteur.